Pourquoi l'État béninois a décidé de saisir les 200 000 litres de gasoil retrouvés dans le navire qui a échoué du côté de la plage de Fidjrosé à Cotonou? C'est l'une des questions que nous allons poser au préfet maritime. Bonjour. Bienvenue à tous donc au micro de Madame Actu. Nous avons le plaisir de recevoir le contre-amiral Maxime Fernand Aoyo. Avec lui, nous allons parler de la préfecture maritime et nous poserons beaucoup de questions par rapport à ce navire qui séjourne, toujours donc dans les eaux de Fidjrosé. Alors, monsieur le préfet maritime, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un navire a pu se retrouver dans nos eaux? Le navire provenait d'où pour aller où? Merci beaucoup. Alors, je dois dire que nous sommes dans un secteur, le domaine maritime, qui comporte beaucoup de risques. L'échouage d'un navire, les incendies à bord des navires, les voies d'eau font partie des incidents qui peuvent se produire dans ce domaine-là. Pour le cas qui nous préoccupe, nous faisons face à un navire qui s'est échoué sur notre côte. Alors, pour un petit rappel, le Bénin dispose désormais, depuis 3 mois seulement, d'un nouveau centre de surveillance et de détection des navires. Et ce centre travaille en collaboration avec la Marine nationale. Nous faisons une veille H24, 7 jours sur 7. C'est un projet qui a été initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon en personne, qui a compris que le Bénin étant un pays côtier, la mer offre beaucoup d'opportunités dont nous devons pouvoir profiter pour le développement économique. Et donc, ce centre a été mis à la disposition de la préfecture maritime pour faire de la surveillance de nos espaces maritimes. Et donc, nous avons détecté un navire le jeudi 27, si j'ai bonne mémoire. Et ce navire-là, nous avons constaté qu'il était dans nos eaux territoriales, mais qu'il ne bougeait pas. Alors, la réglementation internationale oblige tout navire séjournant dans les eaux territoriales d'un pays d'informer les autorités de ce pays-là d'éventuels problèmes pour avoir de l'assistance. Lorsque le navire ne le fait pas, nous l'appelons par les moyens radio pour l'interroger et demander s'il a besoin d'une éventuelle assistance. Et dans le cas d'espèce, ça a été fait? Dans le cas d'espèce, cela a été fait, mais ce navire n'a pas répondu pendant plusieurs heures. Nous l'avons mis sous surveillance toute la nuit et donc, au vu de la situation, au vu des informations qui me sont parvenues, j'ai décidé que la Marine nationale envoie des fusiliers à bord. Les fusiliers sont partis à bord de ce navire-là, mais n'ont pas pu monter parce qu'il faut que l'équipage collabore puisque les fusiliers puissent monter à bord. Mais à l'approche des fusiliers, le navire a voulu prendre la poudre d'escampette, il a voulu s'enfuir. Et nos fusiliers ont été formés pour immobiliser le navire dans le cas d'espèce, et c'est ce qui a été fait. J'ai alors ordonné que le navire revienne dans la rade de Cotonou pour faciliter les investigations par la police fluviale et maritime. L'équipage a refusé de collaborer et a simulé une panne mécanique. Alors vous voyez l'équipage, le bateau qui était sur le point de fuir, et 10 minutes après, il signale une panne mécanique. Donc nous avons commencé par avoir des soupçons. Et nous avons donc décidé, puisqu'il ne collabore pas, de le remorquer. Malheureusement, avec la différence de gabarit, puisque le patrouilleur avait un gabarit beaucoup plus petit que celui du navire, la remorque a cédé 4 fois et j'ai décidé de faire mouiller le navire, c'est-à-dire qu'il jette son ancre et de laisser les gardes armés à bord, et c'est ce qui a été fait. Le lendemain, nous avons saisi officiellement le port autonome de Cotonou pour envoyer un remorqueur pour ramener ce navire ici. Mais là encore, l'équipage a refusé de collaborer. Et avant le jour suivant, malheureusement, avec les vagues, les vents, le courant, le navire a commencé par dériver. Cela suppose que l'ancre même qui était à bord, l'ancre n'était pas dimensionnée pour retenir ce genre de navire, ou alors il était trop chargé. Et le temps que nous réagissions pour envoyer notre remorqueur, il s'est échoué sur la plage de Fidjrosé. Et c'est là que les membres de l'équipage ont commencé à demander au secours? Alors, ils n'ont pas demandé au secours. Il nous a été rendu compte que le navire a échoué. En réalité, depuis 3 heures du matin, nous suivions déjà la situation. Et donc, nous avons mobilisé des moyens. En dépit de cela, le navire il a échoué.
Alors, quand un navire échoue dans ces conditions-là, quelle est la procédure? La première chose, c'est la sécurité de tout le personnel, y compris l'équipage. Et c'est ce que nous avons fait. L'équipage et nos personnels qui étaient à bord ont été secourus. La deuxième étape, c'est de savoir ce qu'il y a à bord. Est-ce qu'il y a des risques de pollution? Est-ce qu'il y a des menaces à la sécurité nationale? Donc, nous avons constaté qu'il y avait des hydrocarbures à bord. Toutes les tentatives pour essayer de ressortir ce navire de là, pour le remettre à flot, ont échoué avec les remorqueurs du port, avec le remorqueur de la société WAPCO. Ça n'a pas marché. Et donc, il a été décidé donc, de vider ces cales, puisque les hydrocarbures les laissés à bord, ça constituait une grande menace à la pollution environnementale. Et donc, nous avons commencé cette opération-là avec toutes les structures spécialisées, dépôt pétrolier du Bénin, les sapeurs-pompiers, la Marine nationale, la Direction générale de l'environnement et du climat, l'Agence béninoise pour l'environnement, des privés et aussi tous les services étatiques qui peuvent être mobilisés. Et ça, c'est après avoir constaté qu'il n'y avait pas de risque pour la sécurité nationale. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de risque pour la sécurité nationale, puisque du côté mer, la Marine nationale faisait des patrouilles, était présente. Et donc, nous avons décidé de retirer tout le carburant, les hydrocarbures qui étaient à bord, pour éviter tout risque de pollution. Mais est-ce qu'on sait d'où le navire venait et quelle était sa destination finale? Quelle est sa destination finale? Alors, au vu de son pavillon nigérian, il fallait être prudent, ne pas aller vite en besogne, ne pas spéculer et demander aux autorités nigérianes quelle était la situation de ce navire dans leur pays. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que ce navire, il était inconnu au bataillon, ça c'est un jargon militaire. Inconnu au bataillon, ça veut dire qu'il n'était pas connu dans les eaux nigérianes. Et les autorités nigérianes nous ont également informé de ce que d'autres capteurs qui ont enregistré les mouvements de ce navire-là laissent suggérer qu'il s'adonne à des activités illicites. À partir de ce moment-là, en raison de notre législation, toute la cargaison est saisie. Pourquoi? C'est la législation qui le permet? C'est prévu comme ça? C'est prévu comme ça dans la législation béninoise. C'est lorsque la douane saisit des produits prohibés. Ces produits, ils deviennent propriété de l'État qui décide de sa destination finale. Mais là, est-ce qu'on savait les 200 000 litres de gasoil, on savait où est-ce que ça allait? C'était pour le Bénin, pour le Nigeria ou pour d'autres pays de la sous-région? Alors, non, nous savons que c'était du trafic illicite. Cela suppose qu'il y a certainement des personnes qui ont commandé ce produit. Et ce produit, il est mis dans des bidons. C'est ce qu'on retrouve après sur nos routes. Et nous, notre mission, c'est d'empêcher toutes sortes, de lutter contre toutes sortes de trafic illicite. Vous savez, il y a un problème d'insécurité dans la sous-région, notamment dans le Sahel, et toute activité illicite que nous soupçonnons qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, contribuer à ces activités terroristes dans le Sahel, nous devons l'éviter. Vous savez, le terrorisme vit des activités illicites. Et donc, nous, notre mission ici, c'est d'empêcher que cette activité prospère. Monsieur le préfet maritime, à la date d'aujourd'hui, 5 juillet 2024, combien de litres de gasoil sont encore disponibles dans le navire? Alors, dans le navire, il n'y a plus du tout de gasoil. Il y a certainement des résidus de gasoil mélangés à de l'eau de mer que nous devons évacuer. Ensuite, nous passerons à la vidange des huiles usées. C'est vrai que la quantité n'est pas énorme, mais cela constitue également une source de pollution. Alors parlons à présent de l'aspect justice, parce que les membres de l'équipage sont entre les mains de la justice. Alors, tous les membres de l'équipage, c'est-à-dire le capitaine de navire... Il y a un Béninois parmi eux? Oui, il y a un Béninois parmi eux. L'ingénieur mécanicien et tous les autres membres de l'équipage sont entre les mains de la police criminelle, qui est en train de mener une enquête et qui est en train d'écouter tous les membres d'équipage, y compris les marins
qui étaient à bord pour la sécurité. C'est un processus classique d'une enquête criminelle. Alors, par rapport aux populations dans la zone, les dispositions prises pour éviter peut-être des problèmes liés à l'écologie, il y a eu un communiqué pour interdire dans la zone pour la période, pour un certain temps, la baignade. C'est bien ça? Alors, à partir des nouveaux outils que nous avons, le nouveau système, je rappelle que le nouveau système de surveillance que nous avons dispose d'un radar de détection d'hydrocarbures. Et donc, ce radar a détecté qu'il y avait un peu d'hydrocarbures qui étaient répandus sur la surface de l'eau. Au vu de cela, le ministère du cadre de vie et des transports a donc envoyé sur le terrain des ingénieurs qui ont fait des prélèvements d'eau à plusieurs endroits et à plusieurs distances de la côte, qui ont été des échantillons soumis à analyse. Et donc, en attendant que nous recevions les résultats de ces analyses, pour statuer sur d'éventuelles pollutions de mer, d'éventuels risques pour la population, il a été décidé donc d'interdire la baignade entre Torbin et Craquet-Plage. De même que les activités, la capture des produits. Donc nous attendons incessamment les résultats de cette analyse-là. Je crois que ça me semble important, puisque dans tous les cas, notre priorité, c'est la préservation et de l'environnement et de la santé des populations locales. Alors, nous sommes ici à la préfecture maritime. La préfecture maritime, c'est une structure qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. Elle a été créée en 2014 et j'ai été nommé préfet maritime en 2015. Alors, qui vous souviennent que, je crois que ça doit être en 2003, en décembre 2003, le crash d'un avion sur la plage, et lors de la gestion de cette crise-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure de coordination lorsqu'il y a un incident de ce genre. Et donc, nous avons fait une évaluation, un audit du cadre légal de l'exercice de l'action de l'État en mer et assorti de recommandations. L'une des recommandations, c'était le bénéfice d'un document de stratégie maritime, de créer un organe de coordination de l'action de l'État en mer, soit nomme un préfet maritime. Et donc, le rôle du préfet maritime, le rôle de cette structure, c'est la coordination des activités de toutes les administrations qui interviennent en mer. Et c'est pour cela que, en réalité, le vrai préfet maritime, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Moi, j'exerce un pouvoir par délégation. Et donc, c'est pour ça que la structure est directement rattachée à la présidence de la République. Donc, c'est un rôle de coordination. Vous avez le ministère de l'Agriculture et des Pêches qui intervient, le ministère des Transports, enfin, le ministère des Transports maintenant, la direction des Transports. Plusieurs institutions interviennent en mer, civiles, privées, et puis les populations locales également. Donc, il faut une structure pour faire la coordination de toutes ces activités. Je vais vous donner un exemple. Les bateaux de pêche n'ont pas le droit de mener des activités de pêche dans la bande des 5 000 marins. 5 000 marins, c'est environ 9 km. Cette bande elle est réservée à la pêche artisanale. Et ces pêcheurs doivent aller beaucoup plus loin. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire qu'on s'organise. Et cette organisation que nous mettons en place pour les activités en mer, elle doit être coordonnée à partir d'ici. Monsieur le préfet maritime, parlons à présent de la façade maritime que nous aurons l'occasion certainement de montrer aux internautes. C'est un très bel outil aussi. Alors, vous voulez dire le centre de surveillance? Le centre de surveillance, oui. Oui, alors c'est un outil ultra moderne. Et je l'ai dit tantôt, c'est une initiative du président de la République, le président Patrice Talon. C'est un projet qui a été initié en 2018 et qui s'est concrétisé cette année-là. C'est un bel outil, il n'analyse pas dans la sous-région, nous sommes le premier à l'avoir. C'est un bel outil qui nous permet de faire non seulement de la surveillance maritime, mais également de faire de la surveillance au niveau des frontières. Il a conquis et craqué avec l'implication de la douane pour pouvoir sécuriser les recettes douanières. Donc la douane y est impliquée, la marine nationale y est impliquée, la police républicaine y est impliquée. Et donc cet outil nous permet aujourd'hui de faire de la surveillance H24 et nous avons des équipements redondants, c'est-à-dire que lorsque nous avons un blackout total ici,
nous avons d'autres équipements à Grand Popo qui continuent de faire la surveillance, qui continuent d'enregistrer. Et donc, cet outil nous permet de rassurer les compagnies maritimes et de montrer la volonté politique du Bénin dans le rôle qui est le sien dans la régionalisation de la sécurité maritime. Vous savez, il a été dit dans la sous-région que tous les pays doivent travailler ensemble. Mais avant cela, chaque pays doit faire un effort. Je crois que nous pouvons être fiers de ce qui se fait au Bénin grâce à cet outil qui a été mis à notre disposition, qui nous permet de travailler dans de très très bonnes conditions. Vous avez un œil également sur les frontières. Avec vous, les douaniers auront un tout petit peu chaud quand même. Alors en fait, ce n'est pas tellement nous qui avons l'œil sur les frontières, mais nous recevons toutes les informations que les douaniers peuvent recevoir à leurs frontières. Donc on peut les suivre de près? Mais pas suivre de près, nous n'allons pas jouer aux gendarmes puisque il y a des autorités qui veillent au niveau de la douane. En réalité, au niveau des frontières, il y a 7 postes, il y a 7 caméras donc, qui voient un peu partout les angles morts que le receveur était obligé de descendre pour aller regarder. Maintenant, ce n'est plus le cas, puisque depuis son bureau, le receveur peut voir tout ce qui se passe, que ce soit sur les parkings, que ce soit dans les hangars de dépotage, que ce soit à d'autres endroits. En plus de cela, nous avons à chaque frontière des drones. Il y a 5 drones à chaque frontière. Et là, quand il est craqué, les douaniers ont été formés ici. Ils sont des téléopérateurs, donc ils peuvent opérer directement les drones. Et nous pouvons recevoir d'ici ces informations. Et puisque ces frontières sont en bordure de mer, nous sommes là en tant que conseillers dans la mission de la douane au niveau des frontières. Merci beaucoup, contre-amiral. Vous avez un mot de fin pour assurer les populations qu'il n'y a pas de risque par rapport au navire et que tout est déjà sous contrôle quand même. Tout est sous contrôle. Je voudrais rassurer les populations pour dire que c'est vrai, les populations n'ont pas l'habitude de voir des navires échouer, mais ont l'habitude de voir des véhicules qui tombent en panne au bord des routes, des accidents de la route, etc., etc. Mais pour nous qui sommes dans le domaine, c'est un incident ordinaire, je vais dire. Il n'y a pas de péril en la demeure. Toutes les autorités sont mobilisées pour rassurer les populations. Déjà, pour prévenir toute forme de pollution, c'est déjà ça. Et ensuite, pour la santé des populations, il y a des mesures qui sont prises. Et donc, il n'y a pas de péril en la demeure. Les populations peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est vrai, les premiers jours, beaucoup ont senti des odeurs de gasoil. C'est tout à fait normal. C'est lorsque vous allez dans un site de vente d'essence communément appelé Payor, vous sentez de l'essence. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je crois que toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas une atteinte à la santé des populations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au micro de Madame Actu, nous avons eu du plaisir à échanger quelques minutes quand même avec le préfet maritime, le contre-amiral Maxime Fernand Aoyo. À la prochaine, merci à vous et au plaisir.